Bonsoir tout le monde, bienvenue en fait à cet événement ce soir durant lequel je vais vous présenter Dr Geneviève Labonté-Chartrand, qui est psychologue, qui est spécialisée en fait en santé intégrative du côté de la psychologie, donc on va en discuter ensemble. C'est un événement, on a débuté cet automne en fait à faire des événements durant lesquels je vous présente des gens de santé intégrative, de médecine fonctionnelle, de différentes professions pour vous permettre de découvrir de nouvelles professions, vous permettre aussi de leur poser des questions. L'objectif ce soir, dans le fond, c'est que je vais lui poser des questions. On va discuter ensemble de son parcours, de sa formation, de sa vision aussi de ce que devrait être, de la façon dont on pourrait même améliorer peut-être la psychologie, en fait, hein, et l'offre de services. Donc, c'est l'objectif ce soir. On va être disponible aussi pour répondre à vos questions, ce que je vous invite pour les questions, soit à les écrire dans la boîte de questions ou encore dans la boîte à discussion. Là, vous avez deux options. Puis on va rester disponible. Donc, on a environ une heure ensemble durant laquelle on va discuter donc de psychologie et santé intégrative. Donc, bonjour Geneviève, bienvenue. Ça va? Merci pour l'invitation. Ça Ah, me ça fait me fait plaisir d'être plaisir. là. Oui. Ouais, très agréable. Débutons tout de suite en fait avec ta formation et ton parcours, parce que je sais que tu as fait de la recherche. C'est quand même particulier, hein. On n'en croise pas tant que ça des professionnels qui ont fait de la vraie recherche, là, qui ont fait partie d'une équipe de recherche avec toutes. Mais bon, commence par ta formation, on va en revenir à la question de la recherche. OK. En fait, tous les psychologues font de la recherche. Je veux juste spécifier ça. On est obligé dans notre parcours. Hein? Par Ah, rapport à OK. d'autres doctorats ou d'autres professions, on est obligé, nous, de passer par un parcours de recherche. Alors, j'ai fait mon baccalauréat, ma maîtrise et mon doctorat en psychologie. Et puis, j'ai eu vraiment la chance, dès mon entrée au baccalauréat en psychologie, après avoir fait un parcours en sciences nature au cégep, avec, comment dire, un chemin difficile sur certaines matières en sciences, plus physique, appliquée, tout ça, je me suis orientée vers la psychologie. Puis, dès le baccalauréat, j'ai intégré une équipe de recherche à l'université où j'étudiais, qui avait une chaire de recherche en cyberpsychologie clinique. Donc, c'était super avant-gardiste parce que déjà, il y a une vingtaine d'années, je faisais de la recherche sur le développement d'environnements virtuels pour traiter les troubles d'anxiété. Donc, Oh, c'était vraiment, vraiment très avant-gardiste, le développement d'environnements virtuels pour aider les gens, par exemple, qui ne pouvaient pas prendre leur voiture pour se rendre dans une clinique là, pour faire le traitement des attaques de panique. On développait des environnements virtuels, de la téléthérapie, tout ça, c'était assez intéressant. Et puis, toutes mes études de maîtrise et doctorat, comme je faisais partie d'un lab de recherche, j'étais au cycle supérieur, j'ai pu commencer à enseigner à l'université dès ma première année de maîtrise. Et ça m'a permis de poursuivre, vraiment de me définir comme chercheur-prof en étant sous supervision, d'enseigner très rapidement à l'université, poursuivre mon travail d'assistant de recherche en poursuivant ma thèse de maîtrise et ma thèse de doctorat. mais t'enseignais quoi à l'époque? J'ai enseigné plusieurs cours au début à la maîtrise des cours plus de base, au baccalauréat en psychologie. Évidemment, j'ai commencé avec gestion positive du stress, Ah, très surprenamment. Puis j'ai vraiment développé un amour pour le travail sur les troubles d'anxiété. Les troubles d'anxiété dans le temps, parce que le DSM, là, la catégorisation des troubles mentaux change à peu près tous les 10 ans, mais il y a une vingtaine d'années, les troubles anxieux comptaient à peu près 7 troubles sous la famille. Et je me suis spécialisée là, à travers ces troubles-là. Donc, j'ai enseigné des cours de psychopathologie au baccalauréat, des cours de gestion positive du stress. Ensuite, j'ai pu transiger quand j'étais au doctorat vers l'enseignement au doctorat. Donc, on a ouvert un programme de doctorat en Outaouais, à l'Université du Québec en Outaouais. Puis j'ai enseigné 3 ans au doctorat, différentes charges de cours. C'est un nouveau programme. Fait que là, c'est un peu moins structuré. Mais j'ai eu la chance d'enseigner à peu près presque 8 ans des charges de cours régulièrement. Mm. ah oui, c'est le Ouais, fun. T'aimais ouais. ça, ça doit être génial, le contact avec tes élèves. J'adore ça, j'adorais ça. J'ai eu quelques enjeux, drôles d'enjeux quand tes étudiants sont plus âgés que toi, par exemple, ou, ou ont même âge. Des fois, ça peut créer un peu d'anxiété de performance, mais somme toute, la combinaison de l'enseignement puis de la recherche, tout en finissant mes études, ça a été extrêmement riche dans mon parcours. Mon plus beau cadeau comme psychologue, parce que même si à cette époque-là,
je souhaitais ardemment pratiquer en psychologie clinique. Le plus beau cadeau, je pense, comme chercheur, tu le sais aussi, hein, c'est d'être capable d'avoir un esprit critique par rapport à la littérature, d'être capable de lire la méthode, décoder, comprendre les analyses statistiques. Pour moi, c'est le plus beau cadeau de mon parcours de maîtrise et de doctorat. Ouais. Ah, bien, super. Puis là, en fait, mais tu as décidé de quitter le monde de la recherche, parce que tu as été quand même dans le monde de la recherche pendant plusieurs années par la suite, hein? Mais toutes mes études de bac, maîtrise, doctorat, ensuite de ça, j'ai commencé à travailler en institut psychiatrique, que je fondais ma famille. Donc, je voulais travailler pour pouvoir subvenir aux besoins familiaux, mais j'ai gardé un pied là, à l'université pour participer aux projets de recherche, rédiger des articles scientifiques. On m'a demandé de participer à différents projets dans le CISO, de recherche, ça. Fait que j'avais quand même un intérêt, mais je me suis tranquillement sortie un peu du milieu au cours des 7 dernières années environ pour me dédier qu'à la pratique clinique parce que j'ai décidé de partir mes propres projets de recherche clinique dans mon cabinet. Oui. Et donc, moins de temps pour rédiger des articles sur des projets de recherche à l'université ou étudier la littérature, plus me concentrer sur ce que je vivais cliniquement. Ma famille aussi a été une source d'influence pour faire ça, là. Fait que j'avais des enjeux personnels plus mon désir d'améliorer la pratique clinique. Les deux ont été des motivateurs. Oui, tu en parles dans ta biographie, en fait, sur le blog de Vitali, parce que tu collabores au blog de Vitali. Oui, oui. En fait, Geneviève, tout à l'heure, tu as mentionné, parce que tu as parlé brièvement du stress, puis tu as mentionné le DSM, tu n'as pas dit Oui. qu'est-ce que c'était, en fait, parce qu'il doit y Non, avoir c'est vrai, des c'est gens avec vrai. nous ce soir qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est, là. Oui. Donc, le DSM, c'est le dictionnaire des troubles mentaux. C'est comme un recueil où on retrouve 5000 pages. Non? C'est toutes des petites pages très fines là, des diagnostics en santé mentale qui sont utilisés par les professionnels de la santé, médecins, psychiatres, psychologues pour poser un diagnostic. Les troubles neurodéveloppementaux, troubles d'anxiété, troubles de l'humeur, troubles du spectre de l'autisme. Il y a plusieurs catégories. Et ces catégories sont revisitées par les professionnels de la santé environ à tous les 10 ans pour changer certains symptômes ou s'ajuster. Ouais. Donc, ça fait une couple de DSM que je vois passer depuis quelques années. Oui, c'est ça. C'est une période de temps définie, en fait. Ils déterminent exactement que c'est une période de temps fixe qui c'est vraiment 10 ans, genre. Moi, je pensais que c'était, à un moment donné, ils jugeaient qu'il y avait besoin de sortir un nouveau, puis... Oui, ben c'est comme pas très clair. Ce que je comprends, c'est que c'est un comité d'experts en santé mentale qui se réunit puis qui disent, bon, ben là, on voit des enjeux dans les catégories diagnostiques et là, on s'assoit pour discuter de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels symptômes on devrait ajouter, est-ce qu'il y a des nouveaux troubles à l'étude, qu'est-ce que la littérature scientifique nous dicte, etc. Puis là, ils font des ajustements. Des fois, ils enlèvent des troubles. Puis là, tous les professionnels de la santé, on est comme pourquoi c'est parti, ça existe encore. Tu sais? Ouais. Euh, c'est ça. Oui, il modifie un peu les catégories diagnostiques. Mais oui, je dirais, aux 10 ans, il y a une révision. On peut dire une révision? Oui. Ah, OK. Ouais. OK. Puis, Fait que là, c'était 2009 la dernière, on est en 2021. Fait que peut-être un peu plus de 10 ans. Là. Comme je te dis, ça semble un peu aléatoire, là, mais ça ne devrait pas tarder. J'imagine qu'ils vont avoir une révision là, pour le prochain DSM. Ben, ils ont des chiffres, hein. C'était le DSM-5, le dernier, c'est ça? Le 5, c'est ça. Oui. Fait que là, comme professionnel, bon, ben, quand il y a un nouveau DSM, il faut que tu te formes, il faut que tu essaies de voir quelles sont les nouvelles catégories diagnostiques, qu'est-ce qui a changé. Il y a une étude à faire, une formation à faire là, pour rester à jour. Ah, OK. Puis là, dans la clinique, en fait, dis-moi aujourd'hui, est-ce que tu t'es spécialisé sur une facette en particulier au niveau de la clinique ou tu prends des gens vraiment de différents types de problématiques en clinique? Ou c'est Oui. général, en fait, ta pratique actuellement ou tu t'es spécialisé sur une facette en particulier? Oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs paliers de réponse. En fait, j'ai fait de la psychiatrie pendant 9 ans. Donc, durant mes années de psychiatrie, j'ai vu des clientèles adultes et adolescentes avec des troubles mentaux sévères et persistants, donc qui nécessitent une hospitalisation long terme souvent. J'ai fait de la détention. Bon, alors j'ai vu vraiment des clientèles, disons, plus sévèrement atteintes. Puis, j'ai développé ma pratique clinique en même temps. Donc, ce que ça a créé, c'est que à cause du bris de service dans le réseau, je me suis ramassée à avoir un peu des clientèles, je vais dire, psychiatriques dans mon cabinet. Mais ma formation, bac maîtrise doctorat, était vraiment dans le développement des troubles d'anxiété, qui comptait à l'époque 7 troubles sous la famille troubles d'anxiété.
par la force des choses, en faisant de la psychiatrie et en faisant les troubles d'anxiété, je me suis ramassée comme fournisseur pour les Forces armées canadiennes pour voir des gens qui souffraient d'état de stress post-traumatique. Et donc, j'ai un fils qui a eu un diagnostic de trouble sur le spectre de l'autisme à travers ça. Fait que je me suis vraiment ouverte à m'intéresser aux troubles du spectre de l'autisme chez les enfants ados. Je voyais des ados. Alors, tu sais, ça s'est comme bâti un peu en ramification, là, comme ce que je suis en train de décrire. Et donc, maintenant, je vois principalement une clientèle 50 adolescente, 50 adultes. Non, oui, 50 adultes. De cette 50 adultes-là, 10 en thérapie de couple. Et puis, les difficultés sont principalement liées. Maintenant, ma perception de la santé mentale, évidemment, santé intégrative a beaucoup changé. Donc, je ne vois plus les troubles mentaux comme une catégorie, mais plutôt comme une expression symptomatique d'un déséquilibre. Hein? Fait que le fait que ça ait changé un peu ma vision, ça me fait travailler différemment. Fait que je vois donc de tout, finalement, parce que... Ah, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire là. Ouais, En fait, on s'est considéré les troubles psychologiques comme étant le symptôme d'autre chose. Et de considérer exact, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le corps humain, finalement, et qui cause des exact, problèmes psychologiques. Et non pas exact. le tout. Et- Oui, donc comme psychologue dans ma formation, pour un peu éclairer les gens, on apprend par exemple à devenir un spécialiste dans les troubles d'anxiété, dans les troubles de l'humeur, dans les troubles de manie bipolaire, dans les troubles liés aux substances. On apprend à devenir des experts. Pour ma part, mon cheminement a fait que ma conceptualisation des troubles mentaux a changé. Donc, plutôt que de m'attarder sur les catégories, je m'attarde vraiment plus à l'expression des symptômes, ce qui fait que je peux voir un grand nombre de clientèles parce que je considère maintenant la maladie mentale comme une maladie chronique, inflammatoire. C'est vraiment différent. Euh, Est-ce que le diagnostic des gens qui me consultent a réellement changé? Ben, c'est-à-dire, je vois encore des gens qui souffrent de troubles d'anxiété variés, de troubles dépressifs majeurs, troubles bipolaires, des clientèles plus issues du milieu psychiatrique, fibromyalgie, troubles du spectre de l'autisme, mais la conceptualisation clinique a changé. Donc, ma manière d'aborder ces troubles-là, même si je peux poser un diagnostic comme avant, là, ma façon de le traiter, de le travailler a changé. Oui. Ah oui. Non, c'est intéressant. Mais en fait, peut-on faire une petite parenthèse sur ton fils, justement? Est-ce Oui, que ça mon te dérange fils. d'en parler? Non, ça me Parce que fait. Non. c'est quand même ça qui t'a amené à changer ta vision, en fait, de ce que devrait être la psychologie ou de la façon dont on devrait voir, en fait, la psychologie ou les problèmes mentaux. Exact. En fait, comme j'étais une psychologue chevronnée, maîtrise quand j'ai eu mon fils, là, je commençais à travailler en psychiatrie, j'avais une maîtrise en poche presque toute chaude, là, presque. J'ai comme soutenu ma maîtrise, j'ai accouché. Alors, et ça a été une révélation pour moi de commencer à travailler professionnellement en clinique, pas en recherche, mais vraiment l'application clinique, parce que c'est différent, le travail, recherche et clinique. Et mon fils a eu un diagnostic de dyspraxie sévère à l'âge de 2 ans. D'autres problèmes de santé avant, mais bon, au niveau santé mentale, dyspraxie sévère à l'âge de 2 ans avec plein de défis. Et ensuite, à l'âge de 4 ans, un diagnostic sur le spectre de l'autisme qui a été précisé à peu près à l'âge de 6 ans. Et à travers tout ça, je travaillais en psychiatrie, donc mon option quand je jasais avec mes collègues et tout ça, c'était la seule option que j'avais finalement, c'était l'ergothérapie qu'on faisait déjà, physiothérapie qu'on faisait déjà, mais la médication. Et œuvrant moi-même dans le milieu des adolescents puis de la santé mentale, j'étais comme pas là, pas du tout, là, pas prête, pas du tout. Fait que j'ai décidé de faire moi-même de la recherche dans la littérature pour voir ben, quelles sont les alternatives, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, surprenamment, je n'avais jamais appris à l'université du tout ça, même pas. Mais je suis tombée par hasard sur le protocole GAPS. Le protocole GAPS, c'est un protocole qui s'appelle le Gut and Psychology Syndrome. Et puis, ça a été écrit par une chercheure qui s'appelle Dr. Natasha Campbell McBride. Et puis, à ma grande surprise, ça existe, ce protocole-là, depuis les années 50, même avant 40, je pense. Oui. Donc, je me suis dit, bon, ben, je ne perds rien, finalement, d'essayer quelque chose de nouveau, là. Fait que j'ai fait ça. Puis drôlement, mon mari souffrait d'un côlon irritable à ce moment-là, diagnostiqué. Puis mon fils d'un syndrome suspect de l'autisme. Puis ça les a aidés grandement tous les deux. Ça a été vraiment pour les deux un grand succès. Ouais.
En fait, ça, est-ce que tu as trouvé le protocole tout seul ou comme par hasard, est-ce que tu as un ami qui t'avait parlé de la possibilité de considérer autre chose? Oui, ben oui, c'est ça. En fait, tu me parles de Julie. Oui. Julie, ouais, c'est un autre ostéopathe, en fait, qui m'avait pisté sur ce protocole-là. Il m'avait dit, ton fils est intolérant au lactose. Puis j'étais comme, non, ça se peut pas. Mais, tu sais. Puis lui, il m'avait pisté sur des protocoles. Il m'avait dit, moi, je suis médecin en France, puis j'ai étudié beaucoup les protocoles. Ton fils est intolérant, nanana, regarde tel, tel. Il m'a pisté. Puis, quelques années plus tard, j'ai rencontré Julie Goulet, qui est maintenant notre collaboratrice, avec qui je travaille quotidiennement depuis presque 7 ans. Ouais. Donc, elle nous aide aussi grandement, mais ouais, j'étais déjà un peu là-dedans, là, dans ces changements-là du microbiote intestinal, finalement. Ouais. Il y a quelque chose que tu as mentionné que je trouve épatant. Tu dis que le protocole en question, il existait depuis 40, peut-être 50 ans. Oui. Ça, c'est intéressant, ça, parce que c'est même avant qu'on sache qu'il y avait un lien si fort que ça entre l'intestin et le cerveau. Je En sais pas fait, on le trop. savait. On le savait. Il y a des psychiatres qui avaient, dans la littérature, démontré déjà dans les années 40, 50 que dans l'Institut Pinel, entre autres, le psychiatre Pinel avait démontré qu'en changeant l'alimentation des gens qui étaient sous sa garde clinique, 600 patients souffrant de délire psychotique, schizophrénie, ils avaient mis sous un protocole de régime alimentaire, puis ils avaient écrit un article style scientifique mentionnant qu'ils voyaient des changements monumentaux dans la connexion avec la réalité, l'atténuation des symptômes psychotiques, l'anxiété, l'irritabilité qui diminuait. Puis il a même gagné un prix pour ça, Pinel. Puis maintenant, Pinel, c'est un institut dédié plus à la délinquance sexuelle. Mais les premiers ouvrages cliniques de Pinel étaient un travail sur le microbiote intestinal. Ah ouais, c'est intéressant ça, Galon. C'est qu'il avait déjà fait un lien entre. Mais dans le fond, c'est qu'il avait fait le lien entre l'alimentation. On n'avait peut-être pas toute l'explication de la question du microbiote, mais qui était quand même. Ouais, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Ouais. les outils, non, disons. Ben, l'arrivée de la pharmaceutique là, a été très en force après ça parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu les états de stress post-traumatique, des soldats. Puis là, la pharmaceutique a pris beaucoup d'essor dans ces années-là. Puis je pense que ça a tamponné un peu les autres issues thérapeutiques qui étaient en cours. Puis ça c'est comme un peu mort dans l'œuf, mais ça a été repris à différents moments euh, dans le dernier 50, 60 ans par différents auteurs. Puis quand j'ai commencé à faire de la recherche sur le microbiote intestinal, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de littérature. Ah ben, oui, ben il y a beaucoup de littérature, mais je te dirais que c'est quand même récent. Des démonstrations physiologiques qui ont montré hors de tout doute un lien vraiment très évident. En fait, moi, la première fois que j'ai vu un gros lien très, très évident entre la psychologie et le microbiote intestinal, c'est un chercheur de Montréal dans le domaine cardiovasculaire qui s'est rendu compte, en fait, que les dépressions sévères reliées aux crises cardiaques sont dues à une augmentation de la perméabilité intestinale. Mhm. La démonstration qu'il a faite, qui était très élite, mais il l'a découvert complètement par hasard, en fait. Un hasard, c'est ça. Un hasard, puis c'est en coupant, en fait, le nerf qui relie l'intestin au cerveau qu'ils se sont rendus compte que ces cas-là tombaient complètement à zéro. Ça, il faisait ça chez l'animal, bien sûr, pas ça chez l'humain. C'est juste que là, il venait de démontrer tout simplement, en fait, qu'il n'y avait plus de cas de dépression sévère reliés à des crises cardiaques, qui pourtant sont des cas graves, en fait, parce que souvent, c'est ces gens-là qui vont faire des rechutes d'autres crises par la suite, qui Cardiaque. vont en décéder. Mhm. Ouais. Mhm. Ah, Aussi c'est à cause de simple. l'hygiène de vie liée hein, aux enjeux dépressifs. Hein. Des gens qui ont des enjeux d'hygiène de vie, puis ça affecte la perméabilité intestinale. Ouais, ben, ouais, là, en fait, je ne sais pas dans le mécanisme d'action si, s'il savait exactement c'était causé par quoi, là. Il faudrait voir la métaux. Mais Pinel, là, par exemple, il démontrait ça sur un plan clinique seulement. C'était pas, c'était pas expérimental, là. C'était ses observations cliniques qu'il Ouais, documentait c'est ça. auprès des gens. Oui, 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 c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Là, maintenant, C'est on a des démonstrations physiologiques des mécanismes d'action qui sont reconnus. C'est Exactement, fort intéressant. exactement. On est ailleurs, là, mais je veux dire, si tu regardes 600 patients dans ton hôpital, puis que tu fais un protocole nutritionnel très, quand même assez, même si c'est une étude qualitative, tu peux mesurer quand même certains barèmes quantitatifs, puis voir comment tu nourris les gens, comment ils réagissent, prendre des mesures de l'humeur. Tu sais, c'est possible là, de faire quelque chose de assez contrôlé. Mhm. Non, non, écoute, c'est super intéressant. Oui. C'est super Fait intéressant. que, à partir de là, bien, c'est ça, j'ai travaillé avec Julie Goulet, qui est naturopathe, mais Julie Goulet, elle travaillait comme moi au CISO.
Comme diététiste nutritionniste. Oui, Julie Goulet, elle est diététiste nutritionniste de Vous êtes formation. côtoyé là-bas avant que... Parallèlement. Ouais, elle faisait de la recherche à l'INSPQ, Julie. Ah oui, il y en a. Oui. Fait qu'elle va t'en parler quand tu vas la recevoir probablement. Je vais la laisser expliquer ça. C'est une chercheure comme moi, mais aussi une clinicienne diététiste nutritionniste. Puis comme moi, elle a comme vu, comment dire, c'est quelque chose de personnel, mais un peu les limites de ce qu'on pouvait faire dans le système public ou notre latitude à pouvoir, développer, être créatif, je vais dire ça comme ça. Puis elle est sortie du système et elle est allée se former en médecine fonctionnelle et en naturopathie. C'est ça. Puis on a commencé notre collaboration il y a environ 7 ans. Puis là, depuis, on est comme des siamoises. Non, on se suit. On développe des protocoles ensemble. On lance un protocole justement en janvier sur la santé mentale et la santé intestinale. Fait qu'il y a beaucoup de C'est développement bien. clinique. Ouais. Je sais que Ouais. Julie parle beaucoup, en fait, de métabolisme. En passant là-dessus, là, pour ceux et celles qui se demandent de qui on parle, là, Julie Goulet, c'est une des collaboratrices du blog de Vitali aussi, en fait, hein, qui est docteur en nutrition, qui est formée aussi en médecine fonctionnelle. Donc, c'est de Julie qu'on parle. Vous allez avoir la chance de la connaître aussi. Normalement, ça devrait être en avril. J'attends de confirmer la date, là, parce que des questions de vacances. Ça en arrive de temps en Prends temps. des longues vacances de décembre à avril. C'est pas tout à fait ça, non? Non, non, j'ai confirmé toutes les dates jusqu'à la fin du mois de mars, là. C'est Bon, comme, j'ai 2 semaines que je ne sais pas ce qu'on les met exactement à la fin du elle mois. va être au printemps, c'est correct. Oh Mais oui. oui, on travaille beaucoup ensemble sur le développement du microbiote intestinal au niveau de la santé mentale. On travaille là, en collaboration. Oui. Mais dis-moi, en fait, parce que là, il y a plein de gens qui veulent se poser des questions, là. Tu peux-tu me donner un peu des exemples de genre de résultats qu'on peut avoir par justement la modification de l'alimentation qui peut amener une amélioration du microbiote, de la composition du microbiote ou de la perméabilité, là? Oui, oui, oui. Tu devrais peut-être Mhm. expliquer le pourquoi aussi de la question. Pourquoi on parle de perméabilité en tant que telle, là? Oui. Euh, Tu veux que j'explique le concept de perméabilité d'abord? Puis donner un exemple de résultat, en fait, là, que tu vois ou que parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux, curieuses, en fait, hein, Oui. de Oui, l'idée oui, de certainement. le côté Bon, cognitif. oui. Parle Mais dans de le ça. fond, si on regarde les troubles mentaux comme étant un trouble, une maladie chronique, ce qu'on va voir au fond, c'est que ce qu'on va mettre de l'avant comme hypothèse, c'est que les gens qui consultent avec des troubles mentaux ont une perméabilité intestinale qui va être déficitaire. Ce que ça signifie, entre autres, c'est que l'intestin, hein, une couche de cellules épithéliales qui protège la toxicité de pénétrer dans l'intestin et qui doit être évacuée. On peut dire ça comme ça rapidement. Et puis, chez certaines clientèles, je pense entre autres aux gens qui ont des allergies très sévères. Donc, ce qu'on sait, c'est que la jonction intestinale c'est comme si elle est ouverte. Et l'ouverture de cette paroi intestinale-là provient en fait de l'irritabilité créée par certains aliments, certaines toxines, certains pesticides, ce qui est ingéré au niveau de l'environnement. Là, je pourrais donner un cours de 100 heures là-dessus, mais je vais essayer de résumer ça. Ça va modifier leur état d'esprit? OK. Mais il y a plein de littérature, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que si, par exemple, j'ingère un aliment qui est indigeste ou difficile à digérer, je vais prendre l'exemple mettons, le sucre. OK? Donc, le corps va devoir travailler pour pouvoir faire pénétrer les molécules de sucre à l'intérieur de l'intestin. Et c'est comme l'équivalent de si on provoquait une forme d'inflammation parce que ça va créer une irritabilité de la paroi et de l'inflammation. Et à la longue et à la répétition, une ouverture des jonctions de la paroi intestinale, où là, les toxines, parasites, champignons, mauvaises bactéries, ce qu'on ne veut pas, là, va pouvoir pénétrer dans l'intestin. Et à partir de cet état où les toxines de l'environnement peuvent pénétrer dans l'intestin, ces toxines-là peuvent se promener dans notre corps. Et elles peuvent se loger à différents endroits, dont par exemple dans les articulations, et même traverser la barre hémato-encéphalique puis se loger dans certaines régions cérébrales. On parle de leaky gut dans la littérature, mais on peut parler aussi de leaky brain, hein, même une barre hématocéphalique qui fuit. On peut voir ça. Dans les troubles psychotiques, la schizophrénie, c'est une hypothèse qui est vraiment mise de l'avant aussi. L'Alzheimer. L'Alzheimer, en fait, Alzheimer, c'est tu sais ça. que oui, je donne beaucoup de conférences sur l'Alzheimer, puis j'invite tout le Oui. monde en passant
à regarder là, le courriel que vous avez eu aujourd'hui, entre autres, là, les courriels de rappel. Vous avez la liste des prochains événements en janvier. Oui, Il oui, va y en oui. avoir 3 sur l'Alzheimer. Oui, Et oui, on a même trouvé des bactéries, des résidus de le bactéries buccal. dans le cerveau des gens. Oui, des gingivalis, machin truc. Il y a un Oui, nom c'est d'ailleurs. ça. Oui, alors on détecte les gingivites, puis on dit, toi, tu dois. Non, mais... Oui, c'est ça. Donc, les bactéries, soit toutes les bactéries des microbiomes des gens, on a vraiment un microbiote dans la bouche, la cavité nasale, l'intestin, l'anus, le vagin chez la femme, et même la peau. Hein, c'est un microbiote, un ensemble de bactéries là, qui a un enjeu sur l'équilibre. Bien, ces bactéries-là peuvent être déséquilibrées et créer des problèmes, des différents enjeux de santé. Et par exemple, on sait maintenant que les bactéries buccales peuvent pénétrer la barrière hématoencéphalique, causer des petits problèmes. Hein? On le sait. On sait aussi que les pesticides peuvent se retrouver là, certaines toxines peuvent traverser la barrière hématoencéphalique. Il y a même des essais cliniques qui démontrent que certains chercheurs essaient d'utiliser des antidépresseurs là, qui permettraient d'ouvrir avec le champ électromagnétique un peu la barrière pour aller traiter le cerveau beaucoup plus facilement. As-tu lu ça dernièrement? Non. Non. Bon, c'est comme dans les études en cours. On sait là, qu'une grosse partie des neurotransmetteurs, la majorité sont sécrétés dans l'intestin, puis on veut atteindre là, le cerveau plus facilement, mais cette barrière-là protège la toxicité de pénétrer. Là. Et ça cause problème pour certains traitements médicamenteux, par exemple. Donc c'est ça. Donc, la paroi intestinale, pour continuer mon blabla clinique, c'est vraiment, une fois qu'elle est ouverte par différents irritants, là, elle peut laisser pénétrer et là, les problèmes peuvent apparaître. Donc, une des premières parties en santé mentale, c'est d'évaluer pourquoi ou est-ce que les gens ont une barrière hypothétiquement qui est perméable ou non. Et là, les gens vont peut-être demander bien, comment on fait ça. Bien, en fait, dès qu'il y a des symptômes de santé mentale, dépression, douleur, constipation chronique, difficultés digestives, attaque de panique, problème de sommeil, tout ça, ce sont des symptômes qui, en santé intégrative, ça va nous pister à savoir comment va la digestion. D'ailleurs, les gens ne sont pas surpris quand ils sont très anxieux, puis je leur parle de l'aspect digestif, ils vont dire « Ah, j'ai une boule dans l'estomac, j'ai plus faim. Hein? » Comme l'inhibition digestive est l'un des premiers symptômes au niveau de l'anxiété, au niveau de la dépression. Et puis là, les autres symptômes vont devenir éloquents, là, comme un symptôme là, d'inflammation de la paroi intestinale. Et puis, hypothétiquement, même si des fois, je fais mesurer les gens en médecine au niveau des bilans sanguins du marqueur inflammatoire, des fois, ça ne sort pas comme en termes de protéines C-réactives, que les gens sont inflammés au niveau médical, mais ils ballonnent, ils ont mal au ventre, ils ne vont pas à selle, ils ont mal à la tête, des migraines chroniques, des douleurs. Et donc, il y a des symptômes psychologiques qui sont présents et qui m'indiquent, moi, que bon, on ne perd rien d'essayer de changer un peu les habitudes alimentaires pour traiter ça. Ah oui. Puis quel genre de résultat, en fait, ça donne? En fait, il y a des gens qui ont des problèmes comme par exemple d'anxiété, qui, Oui. en améliorant, en fait, la santé de leur microbiote, automatiquement, les problèmes d'anxiété diminuent. Exact. En fait, je combine toujours une thérapie plus traditionnelle avec des stratégies de psychoéducation, d'apprendre à gérer l'anxiété, des stratégies d'hygiène de vie, gestion des paniques, travail sur l'hygiène du sommeil. Fait que je fais toujours une partie plus thérapie traditionnelle pour m'assurer qu'il y a un contrôle là, des stratégies puis que le stress n'est pas causé par la personne dans son environnement, au niveau des stresseurs externes, les ruminations, la perception, etc. Et puis, quand ça s'est contrôlé, je vais passer plus au niveau de la barrière intestinale avec les symptômes qui vont m'apparaître dans l'évaluation. Et je vais travailler le retrait de certains aliments inflammatoires, surtout, et l'observation en retirant ces aliments-là du rétablissement et l'ajout de certains aliments anti-inflammatoires. OK? En Et fait, de tu, certains. tu dois avoir plein de gens qui ont des symptômes typiques, en fait, là, comme les gens qui font de l'asthme ou en fait qui ont beaucoup de problèmes d'allergie. Il y en a beaucoup, c'est relié justement à des problèmes À la d'échange barrière, c'est d'informations. ça. C'est ça. Mais ça La relève du consommation domaine, de disons, zinc je vais doit dire pas bien. médical. Donc, je ne peux pas nommer ou même proposer un traitement pour les gens qui ont des enjeux physiques, qui seraient plus d'un point de vue médical. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en travaillant les symptômes psychologiques, ça est de mon ressort, en faisant des changements, souvent, ça vient régler ou atténuer les symptômes
médicaux comme physiques. Comme par exemple, si je travaille avec quelqu'un qui a une dépression au niveau de la barrière intestinale, les stratégies, bon, ils vont me dire, ben, j'ai plus besoin de prendre mon asthme est contrôlé, mieux contrôlé, ou j'ai cessé mes pompes, par exemple. J'ai déjà vu ça. Fait que je Ah, ne le ben, c'est ça. travaille pas. Je le travaille pas parce que c'est hors mon champ, mais collatéralement parlant, je vois cliniquement que ça peut avoir des impacts très positifs. Oui. Ah, ben oui. Ben oui, mais en fait, ouais, en tout cas, c'est courant qu'on voit des gens qui ont des problèmes d'allergie, qui, par exemple, en coupant les produits laitiers, la C'est situation fini. C'est s'améliore. ça. C'est ça. Comme j'ai déjà dit, et je l'ai dit plusieurs fois à des gens qui me consultent pour troubles paniques avec agoraphobie, donc des attaques de panique récurrentes, l'évitement d'endroits par peur de mourir, s'évanouir, faire une crise cardiaque, des gros symptômes, leur demander 2 questions. Qu'est-ce que tu manges avant de te coucher? Ben, je mange toujours des produits laitiers avec des céréales, puis de dire, ben, Ah, ouais. arrête ça, puis tu viendras me revoir dans 3 semaines. C'est encore des paniques nocturnes, puis ça part. C'est vraiment un déclencheur des paniques nocturnes, les produits laitiers. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois là, dans les dernières années de dire ça. Je ne te ferai pas une thérapie complète, là, fais juste enlève ces produits-là, viens me voir dans 3 semaines, puis on va voir. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, regarde, c'est super intéressant. Effectivement, c'est génial, Ouais, ça. ouais. Fait qu'il y a une compréhension clinique du sens comportemental, la perception, la cognition, l'impact des émotions. Bien sûr, les gens vivent des deuils. Je ne vais pas aller travailler le microbiote intestinal, là, tu sais. Hein? Il y a comme... Mais il y a vraiment plus des symptômes dépressifs, d'anxiété, les symptômes, des douleurs, la fibromyalgie, le trouble du spectre d'autisme, les déficits cognitifs comme l'épuisement, le TDA, TDAH, ça, c'est vraiment là, des clientèles qui répondent très bien à ces traitements axés sur le microbiote. Ouais. Ah, ouais, non, ça, c'est super intéressant. En passant, on a quelques commentaires et quelques questions. On a quelqu'un qui demande, en fait, si, oui, on va déposer en passant l'enregistrement par la suite sur la chaîne YouTube de Vitali, en fait. Et vous avez juste à nous envoyer un courriel, hein, puis je vous l'enverrai dès que le lien va être disponible. Je vais pouvoir vous l'envoyer tout simplement par courriel, mais on va le joindre sur la chaîne YouTube de Vitali. Elle va être disponible, l'enregistrement. Il y avait une question sur ces observations en psychiatrie avec le sucre. En fait, il y a beaucoup de facettes reliées au sucre, hein, donc tu as Oui, vu oui, oui, les oui, tout à graphes, fait. beaucoup de cas Oui, mais dans les d'excitation. études publiées en psychiatrie, là, mettons Pinel, hop, c'est toi qui sonne, pas moi. Je pense pas que c'est moi. C'est mon ordinateur. C'est mon ordinateur qui a un système qui sonne. Excusez la chose. Hein. Oups, tiens, voilà, c'est bon. C'est correct. As-tu besoin de prendre l'appel? Oh, c'est bon. OK. Oui, le sucre, oui, en psychiatrie, il y a plusieurs études qui ont été faites. Je pense même, je ne me trompe pas, Pinel en a fait une sur l'effet du sucre sur le microbiote intestinal, la santé mentale, l'effet du sucre sur l'activation du système nerveux central. Oui, il y a eu beaucoup d'études dans les milieux psychiatriques au niveau de l'agressivité chez les clientèles aussi qui sont hospitalisées. Oui, vraiment. Puis en fait, il doit même la dépression, hein, j'imagine aussi les risques Oui, de parce dépression. c'est ça. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que les gens héritent on hérite du microbiote de nos parents. Hein? Et on hérite des bactéries, des bonnes bactéries, des moins bonnes bactéries. On hérite au passage de l'accouchement vaginal. On va cueillir les bactéries de la maman au contact de l'allaitement, le pot à pot avec les parents. Puis on hérite aussi de ces bactéries-là à la naissance. Donc, chez les clientèles où est-ce que des enjeux de délinquance, de troubles de personnalité antisociale, on s'aperçoit que il y a vraiment un héritage légué du bagage intestinal et puis c'est comme le pourcentage de réplication des comportements antisociaux est très, très grand. Et ce sont des clientèles qui mangent que du sucre, en fait. Puis, Ah ouais. quand je travaillais en psychiatrie, c'est une des choses que j'observais. Là. J'étais sur les unités de soins, puis on servait les repas. Bien, pas moi, là, mais les repas étaient servis. Puis les gens qui ont des gros enjeux de santé mentale sévères et persistants ne mangent que du sucre. Ils ne mangent aucun légume. Ils mangent que des glucides. C'est quand même impressionnant. Oui, Ah ouais, c'est quand même, oui, effectivement, c'est très, très surprenant. oui. On a des. Zut, hein. Excusez-moi. Je vais encore. Ah, comment je fais pour arrêter ça? Je ne suis pas excellente avec la technologie. Je ne peux pas te conseiller. Je m'excuse. Parti, on peut pas y répondre ou l'arrêter, là. Peux-tu l'appeler?
J'essaye. Ah, bon, ben désolé. Excusez-moi. Ceci Ça, dit, c'est l'art du Zoom à la maison, là. C'est comme ça. non, en fait, non, non. Mais donc, oui, ce que j'allais te dire aussi qui est intéressant, hmm, ça sonne. Ce que j'allais te dire aussi qui est intéressant, en fait, là, c'est que euh, on sait que le contraire est vrai aussi. C'est qu'en fait, hein, on tolère les bactéries de notre intestin via notre système immunitaire. Mhm. Donc, il y a des gens qui, malheureusement, de naissance, sont soit trop tolérants, soit pas assez. Puis on sait qu'il y a beaucoup de facteurs comme le stress vécu, en fait, les problèmes de sommeil, qui vont avoir tendance à affaisser le système immunitaire, puis qui vont modifier, dans le fond, la composition du microbiote, parce que là, tu vas soit être trop permissif ou pas assez, parce que là, tu vis du stress. Puis il va empirer le stress, finalement, parce que là, tu viens qu'avoir un mauvais microbiote qui, lui, va causer de la perméabilité. Fait que tantôt, il y avait Exact. quelqu'un qui avait un commentaire on parle, la question n'était pas sur la perméabilité en tant que telle, on utilisait le mauvais terme. Il faut faire attention à ça, en fait. Euh, on- Avez-vous un test ou une procédure pour déterminer s'il y a perforation intestinale? C'est pas la même chose. Hein. Perforation, là, c'est que là, on laisserait carrément passer des selles à travers le corps humain. Ça, c'est un cas d'hospitalisation. Ça va pas bien, là. Quand on parle de perméabilité, c'est pas de la perforation. C'est des très, très petites molécules, en fait, qui vont passer, qui ne devraient pas passer, des C'est résidus de ça. bactéries, des morceaux de bactéries, en fait, des molécules toxiques, comme Geneviève l'a mentionné tout à l'heure. C'est parce On que j'ai sait que fait la ça, perfo- là, ça donne l'impression qu'il y a des trous, mais c'est comme, c'est pas tout le temps, c'est ça. Ouais, la Ouais, c'est ça, jonction c'est n'est entre les cellules. C'est très pas. fin, mais c'est Oui, suffisant, dans le fond, pour causer des problèmes. Il faut oui, comprendre une affaire aussi, c'est que le cerveau n'est pas un organe qui est capable de supporter l'inflammation. Ça, c'est quand même une chose intéressante à comprendre, là. C'est que c'est un organe très, très mou, hein, qui n'a pas de support, en fait, comme les muscles en tant que tel. Ça fait qu'il réagit très mal à l'inflammation. Fait que les problèmes exact, d'inflammation dans le corps humain vont modifier le fonctionnement du cerveau automatiquement, malheureusement. exactement. Fait que le microbiote intestinal peut être modifié par l'extérieur, hein, par ce qu'on vit, puis aussi l'intérieur, ce qu'on ingère. Fait que notre microbiote peut changer, mais le cerveau aussi s'adapte à ça, là. Fait que c'est tout en interaction, hein. Puis, ouais. Oui, oui, puis il y a beaucoup de choses qui ont des impacts. En fait, il y a une dame qui demande l'alcool, l'impact sur le microbiote. En fait, honnêtement, tout ce qu'on mange tous les Oui, jours. Quand oui, j'étais chez Bioca, je ne sais pas, je t'avais déjà raconté, Geneviève, j'étais vice-président en sciences et développement chez Bioca Plus. oui. Et je me rappelle à l'époque, il y a une étude qui avait montré que la taille des flocons d'avoine avait un impact sur la composition du microbiote. Le fait de manger une pomme par jour avait un impact sur la composition du microbiote. Fait que finalement, ce Oui. qu'on en tirait comme conclusion, c'est que tout ce que vous mangez a un impact sur le microbiote. Oui, parce que ça nourrit certaines familles de bactéries, hein. Fait que si on se nourrit souvent des mêmes choses, on vient automatiquement comme ben, c'est ça, nourrir est le bon mot, hein. Ça vient faire grandir une famille de bactéries, puis elles peuvent vivre parce qu'on leur donne leur nourriture. C'est ça. Ouais, Autant ouais, les bonnes que les mauvaises. exact. Et Et là, l'alcool, non seulement ça joue sur un système bactérien qui amène le craving d'alcool, le craving de sucre, mais ça joue aussi sur la levée de l'estrogène, hein. Ça a un impact aussi endocrinien. l'alcool, tu parles? Ah oui, Parce que ok, là, il y c'est avait une intéressant. question au niveau de l'alcool, impact sur le microbiote. Réponse oui. Hein? Ça vient alimenter une famille de bactéries. Et ça vient aussi jouer, perturber le système endocrinien. C'est un perturbateur du système endocrinien. Ah oui, ok, c'est intéressant. Ben oui, mais en fait, c'est pas toutes les bactéries qui sont capables d'utiliser l'alcool comme source d'énergie. Entre autres, Non. les levures, on a des levures dans l'intestin, puis les proportions Oui, entre les bactéries lactiques et les levures oui, sont un déséquilibre qui est bien important. oui. C'est Toutes les important. gens qui ont du candida aussi, par exemple, au niveau de l'intestin, là, Ouais. hein, ils vont avoir des cravings très intéressants. Ouais, au niveau alimentaire. Ouais. Question Donc, le sur craving, c'est un symptôme quand même très, très fréquent en thérapie que j'entends. J'ai oublié de le dire tantôt. Là, je suis allée avec les maux de tête, les douleurs, la dépression, mais les cravings alimentaires, cravings d'alcool, cravings de sucre, comportement alimentaire incontrôlable, hein, sont des symptômes que je vois souvent en psychothérapie. Ah oui, OK. Ah, Mhm. c'est intéressant ça. En fait, on a une question. Pour les enfants nés par césarienne qui n'ont pas été allaités, ont-ils un profil typique au niveau psychologique, comportemental? Je pense pas qu'on peut généraliser, là, non? Bien, c'est-à-dire que la littérature démontre que si la maman a nourri le bébé au sein et que la maman n'avait pas de toxines en trop grande quantité dans son corps et dans ses seins, hein, parce que les toxines restent dans les gras du sein, hein, on devrait comme. Donc, c'est transmis au bébé. Donc, dans ce cas-ci, ça va favoriser le microbiote intestinal de l'enfant.
Alors, je dis, ça favoriserait, mais il y a tellement de facteurs qui vont jouer. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau intra-utérin? Qu'est-ce qu'on a mangé comme maman? Quelle est la qualité de notre microbiote? C'est infini. Même en recherche, je ne crois pas que ce soit possible d'isoler cette variable-là et de dire, ah oui, c'est bon. Je dirais que des auteurs comme l'immunologue Dr. O'Brien lui dit, si vous allaitez votre bébé et que vous avez une bonne alimentation, vous êtes en santé, OK? Et que vous avez fait une désintox des métaux lourds de vos seins, les mamans, avant d'allaiter, c'est très positif. C'est très positif. Ah oui, regardons, c'est intéressant ça aussi comme concept. Oui. Surtout qu'il y a une grosse production d'usage du gras, entre autres de la graisse, qui peut justement aussi transporter en fait beaucoup de Les toxines. toxines, exactement. Donc, lui, il recommande aux mamans qui veulent allaiter. Il dit que c'est toujours la meilleure option, mais de faire une désintox pour éliminer les toxines qui peuvent être dans les gras mammaires parce que ça se stocke là, les surplus d'hormones et les toxines. Oui. Ah, on avait une question. Pourriez-vous donner le nom de l'auteur du protocole? C'est peut-être le protocole que tu as mentionné au début, là. Ah, c'est le premier protocole de GAPS Diet, c'est le Gut and Psychology Syndrome de Dr. Natasha Campbell McBride. Ah, c'est ça. Parce qu'on avait Natacha, je pense qu'elle cherchait la liste. Ouais. Donc, je me suis basée sur son protocole pour mon enfant, OK? Mais maintenant, j'adapte en fonction des troubles mentaux parce que là, ça fait une dizaine d'années que je travaille avec ce protocole-là. Les symptômes, qu'est-ce que je vois comme symptômes? Qu'est-ce que je recommande au niveau alimentaire? Qu'est-ce que la personne mange, bien sûr? Qu'est-ce que je recommande d'enlever, ajouter, tout en combinant des stratégies psychologiques plus traditionnelles, la motivation, le travail sur l'hygiène de vie. C'est vraiment comment on dirait, je jumelle les stratégies, un ensemble de stratégies. Ouais. Ouais, c'est de la santé intégrative, en fait. Exact. Je travaille en collaboration avec une chiropraticienne, une ostéopathe qui sont dans la clinique, qui nous aident aussi. Donc, dépendamment si je travaille les traumatismes, ben, je vais référer en chiropratie pour pouvoir travailler les traumatismes dans le corps au niveau émotionnel. C'est très intégratif, là. Ouais. Ouais. En fait, on a une question. Parce que tout à l'heure, la personne qui parlait de perforation de l'intestin, c'est plus une question justement disons, de déficience, si on veut, au niveau de l'intestin qui pourrait être causée par de la perméabilité intestinale ou de l'inflammation, en fait, causée par l'intestin. Est-ce qu'on a un test pour déterminer si l'intestin est défectueux? En fait, la réponse, c'est oui et non. Comme en médecine plus traditionnelle, on peut aller évaluer l'inflammation dans le corps, qui est la protéine C réactive. Il existe d'autres tests aussi qui font ça. Et c'est les tests qu'on va utiliser habituellement pour déterminer si la personne a une maladie cœliaque ou un IBS, le côlon irritable. On va utiliser aussi ces tests-là pour conclure en médecine un diagnostic de fibromyalgie parfois. C'est vraiment un test pour un peu appuyer le diagnostic. Mais ça ne veut pas dire que ce test-là, s'il n'est pas positif, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de leaky gut. OK? Alors, je pense que c'est ça. En naturopathie, dans des cliniques de naturopathes, on peut faire des tests beaucoup plus poussés au niveau des acides organiques, de la capacité de métabolisation des vitamines et minéraux. Ils ont des tests là, beaucoup plus précis aussi sur la perméabilité intestinale, mais on retrouve, à ma connaissance, pas ça dans les cliniques médicales qui ne travaillent pas en médecine fonctionnelle. Fait que donc, ici, mettons à Gatineau, je ne saurais pas où référer, là. Je ne sais même pas où au Québec où je pourrais référer, mais dans les cliniques de naturopathie, ils peuvent faire ces tests-là. Sinon, ça va être le marqueur inflammatoire. Puis là, l'enjeu ici, c'est comme un diagnostic psychologique. Je peux avoir un test, puis je regarde le test, puis je dois faire une analyse, puis avec mes données cliniques, décider si, bon, oui ou non, tu sais. Mais souvent, des fois, ça sort non, mais la personne a des symptômes quand même qui sont présents. Donc, je vais le travailler quand même si ça sort non. Je vais dire, bon, ben, on ne perd rien de le travailler dans le sens, ça peut juste aller mieux. Donc, c'est ça. On peut avoir des tests de composition du microbiote aussi, mais encore là, oui, ça, on fait pas ça au niveau des selles, tu parles plus? Oui. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est les cliniques de naturopathie vont faire ça un peu plus. Peut-être certaines cliniques médicales, mais en Ottawa, ici, je ne saurais même pas à qui référer. Peut-être plus dans ton coin, mais ça existe, là. Je sais que ça existe, mais... Ouais. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'Américains qui le font. Là. Oui. C'est ça, mais j'allais dire justement, américain, dans le livre de Tom O'Brien, You Can Fix Your Brain, il y a
vraiment une liste de références dans son bouquin qui est extrêmement pertinente parce qu'il dit aux gens où aller faire des tests en clinique privée toi-même, là, de chez vous. Tu peux contacter la clinique, tu fais venir le test, tu le fais, tu le renvoies, ils font l'analyse, puis ils te le renvoient. Hein? Fait que lui, dans son livre, il a fait tous les marqueurs possibles. Là. Si vous avez des symptômes, vous pouvez aller chercher le test puis le faire vous-même à la maison. Ah, C'est oui, privé, ça coûte des sous, mais c'est quand même des outils intéressants. c'est intéressant. En fait, j'ai une question pour toi, Geneviève. Qu'est-ce que tu en penses? On a quelqu'un qui demande, le sucre d'érable est-il moins dommageable que les autres sucres? C'est une bonne question. Bien, c'est sûr que le sucre, c'est du sucre. Hein? Donc, ça a les effets du sucre. Donc, ça stimule le système nerveux central. Ça peut susciter de l'inflammation. Ce que je dirais, c'est que ma compréhension, bien, ma connaissance du sucre, par exemple, du sirop d'érable biologique, le sirop d'érable biologique ou le miel non pasteurisé, ce sont des sucres que je me permets de consommer parce qu'ils ont des apports en vitamines et minéraux exceptionnels, pas en grande quantité. Et si on ne consomme pas beaucoup d'aliments inflammatoires dans notre vie et très peu de sucre, on peut se permettre un peu de miel non pasteurisé, sirop d'érable biologique. Mais sinon, le sucre, ça reste que ça a les effets du sucre. C'est ça. Tu vas aimer ça, moi, en conférence, quand il y a des. Parce que j'en parle toujours du sucre en conférence parce à cause des mécanismes du vieillissement en tant que tel. Le sucre Oui. accélère le vieillissement. C'est aussi simple que ça. Et, euh, et là-dessus, je cite Bart Simpson habituellement. Parce que Bart OK. Simpson il dit que c'est pas parce que tu prends le moins pire de la gang que tu en fais quelque chose de bon. Exact. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il y a vraiment toute une industrie autour du sucre, hein, de la publicité. C'est un peu, il y a beaucoup de confusion pour les gens parce que, écoute, il y a du lobbyiste autour de ça, puis des annonces, puis c'est très bien formaté pour que les gens embarquent dans l'achat du sucre, la publicité. C'est très psychologique, là. Oui, Ouais, oui, oui, ouais. effectivement. J'ai plusieurs diagnostics de santé mentale et aussi fibromyalgie. Et, et j'ai aussi le syndrome du côlon irritable. En fait, il faut dire que les cas de fibro, là, je pense que c'est 30%, si c'est pas plus que ça, des cas qui ont des problèmes du côlon irritable, justement. C'est comme ça venait avec. Ouais. En fait, pour moi, pour ma part, observation clinique, c'est 100. Ah oui? Bon, Oui. ouais. Cliniquement, là, ce que j'observe, c'est 100. C'est soit de la constipation chronique, OK, chronique, là, comme chronique, ou des diarrhées chroniques, là, mais le côlon ne va pas bien, là, dans tous les cas. Hmm. L'évacuation, disons. Je suis, Elle nous dit, Oui. je suis vraiment intéressé par vos services. Prenez-vous de nouveaux patients? Malheureusement pas, hein. En fait, ta clinique, t'es plein. Oui, bien, est-ce que je peux me permettre de nommer ma page, partager ma page Instagram parce que j'ai une liste Oui, d'attente, bien sûr, mais un peu d'attente, oui, pas mal dessus. Mais écoute, il n'y a rien que les gens perdent de s'inscrire sur ma liste d'attente, mais sur Instagram, je lance des programmes virtuels, je partage de l'information, les gens peuvent lire, comme je mets beaucoup de stock, de données, d'études. Fait que ça donne quand même du contenu pour les gens qui veulent amorcer du changement et qui n'ont pas de prise en charge actuelle, parce qu'il y a vraiment un problème d'accessibilité, là. En fait, toi, tu es principalement sur Instagram, puis Julie est sur Facebook, hein, parce que quelqu'un qui Oui, demandait aussi pour Julie Goulet, là. oui. Julie Goulet, vous allez le trouver sur Facebook. Y a-t-il un nom particulier aussi à sa page, Julie? C'était pas Je pense métabolisme? que c'est Julie Goulet, docteur en nutrition naturopathe. OK. Ouais. Et toi, dans ton cas, ta page Instagram? Ouais. Moi, c'est Geneviève_psy holistique. Ah, OK. C'est bon. Puis Julie et moi, on collabore. Fait que là, on lance un programme virtuel en janvier. Alors, elle va se joindre à ma page Instagram dans les prochaines semaines pour certains programmes, là. Mais sur ma page, je réponds à des questions. Tu sais, il y a beaucoup d'interactions. Je partage des choses. Et j'ai une liste d'attente aussi à la clinique qui, oui, c'est ça. C'est une possibilité, mais il y a de l'attente. Mais en attendant, j'essaie de donner un peu de. Ah, Ouais. ben, c'est bien de le mentionner. De toute façon, en fait, aussi en début d'année, là, je partagerai, bien sûr, quand vous annoncerez que les programmes sont disponibles, je vais le partager moi-même sur ma page Facebook, fait que vous aurez l'occasion aussi de les voir passer. Merci beaucoup. On a une question d'un spectateur anonyme. Que pensez-vous des produits laitiers? C'est très Oui. général comme question. Oui. Ben, en fait, les produits laitiers, excepté le beurre de pâturage, qui est quand même une source de gras, bon gras, vitamines, minéraux intéressants quand c'est de pâturage.
à éviter parce que, c'est-à-dire, si les gens me disent qu'ils les digèrent sans problème, on peut en prendre en petite quantité, je pense, mais les produits laitiers, pour 98% des gens, les gens n'ont pas les enzymes pour bien digérer les produits laitiers. Hein? Tu es d'accord? Je vois ta. Oui, bien, en fait, il y a comme trois types de problématiques avec les produits laitiers. Oui, On a les ouais. asiatiques qui La ne digèrent digestion. plus la Oui, bêta-lactoglucose, la oui, bêta-galactosidase qui va hydrolyser le lactose. Puis on a des gens qui vont faire des allergies tout simplement, ou qui ça va oui, augmenter les risques d'allergie dû à des réactions du système immunitaire sur des protéines qui oui. sont contenues dans le lait. Très, D'autre côté aussi, vous avez très la inflammatoire, protéine. hein? T'as dit, excuse-moi? J'ai dit c'est très inflammatoire en Oui, c'est général. ça. Il y a beaucoup de gens qui vont faire plus d'allergies, les gros consommateurs de produits laitiers. Fait qu'en fait, le lait, Oui, honnêtement, moi, je pense pas que c'est quelque chose qui est nécessaire pour un adulte, là. Puis bon, on vante beaucoup les mérites du lait pour la question du calcium. Puis techniquement, le calcium, vous êtes mieux de prendre du calcium alimentaire de d'autres sources, comme les sources végétales. exactement. Il y C'est en pas a bien plus vraiment. dans un brocoli que dans un verre de lait. Mais encore ici, d'où vient cette croyance, hein? Ouais. En fait, donc, c'est pas quelque chose de dangereux, là, hein. Ça va pas nécessairement vous tuer. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Il y en a que c'est pas grave s'ils en consomment. Il y en a que ça va être grave s'ils en consomment. Fait Oui, que c'est quelque chose qui peut être considéré, là. oui. En C'est un fait, peu. les gens qui ont des gros symptômes d'anxiété, OK? Je vais recommander, si on entre dans un travail sur le microbiote, un retrait des produits laitiers parce que je vois instantanément le changement. Oui. Ah oui, c'est intéressant, ça. C'est Ouais. bien. Ça réduit le stress. Puis ce sont souvent des gens qui font beaucoup de problèmes digestifs, reflux, mucus, c'est comme des problèmes. Et puis le fait de ressentir ces enjeux digestifs va comme précipiter la panique. C'est comme ça devient un cercle vicieux. Alors ils se sentent intestinalement pas bien. Et là, ils s'inquiètent des enjeux intestinaux. Puis là, la panique monte et là, ils sont pris dans une spirale. Alors, chez les gens qui ont des attaques de panique nocturnes principalement, des problèmes de sommeil, bouffées de chaleur la nuit, et puis des gros enjeux d'anxiété, là, je vais recommander l'arrêt des produits laitiers. En essai, je leur demande d'arrêter pour 3 semaines et noter les observations. Puis souvent, ça règle, écoute, les paniques, c'est presque instantané. Ah oui, c'est super intéressant, ça. Oui. Constipation chronique, que moi, je considère comme un symptôme qui m'indique comment va la santé mentale des gens. Beaucoup lié aussi à la grande consommation de produits laitiers. Je ne dis pas en petite quantité. Il y a des gens qui aiment beaucoup le fromage. Ça, je vais recommander de prendre du fromage avec non pasteurisé, par exemple. Tu sais, il y a des alternatives là, pour les gens qui aiment consommer les produits laitiers. Puis, bon. Mais rapidement, les bénéfices sont vus, puis la digestion s'opère mieux pour les gens que ça rend anxieux, puis ils ne veulent pas en reconsommer. Ils ne veulent pas en reconsommer. Ouais. Ah, ben, en fait, on a une question sur le régime alimentaire approprié pour s'éviter des maladies physiques ou psychologiques. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense que chacun a un peu sa physionomie et son microbiote. Donc, il y a différents types de régimes alimentaires qui peuvent être, comment dire, appropriés pour certaines personnes. Je ne pense pas que tout le monde doit avoir le même régime, dépendamment d'où on vient, nos souches intestinales, ça peut changer. Mais évidemment, manger le plus de légumes possible, hein, des protéines animales de bonne qualité, donc de pâturage, qui n'ont pas été nourris au maïs, donc des viandes qui ont brouté l'herbe, manger des protéines qui sont digestibles, comme manger des produits laitiers, c'est difficilement digestible. Alors, on veut favoriser les bons légumes, idéalement biologiques, pour éviter les pesticides et favoriser les portions de protéines animales de pâturage, les œufs de poule en liberté. Moi, je dis, si ça peut se cueillir, si se chasser, là, en général, ça va bien, ça va assez bien. Et puis, les poissons, c'est une source intéressante de gras, hein? Mais les poissons, c'est toute la question des métaux lourds. Il y a plusieurs poissons qui contiennent des métaux lourds. Puis chez les gens qui ont des gros troubles psychiatriques, par exemple, où je soupçonne déjà des enjeux d'intoxication à différentes choses, des moisissures, une charge de métaux lourds très lourde chez ces clientèles psychiatriques-là, un microbiote à l'envers, bien, je ne vais pas nécessairement leur recommander d'aller manger du poisson qui contient des métaux lourds. Tu sais? Je proposerais autre chose. Mais je vais m'adapter aussi en fonction de
comment va la santé mentale de l'individu. Et puis, Julie et moi, on va travailler un peu là, avec ça pour créer des menus. On collabore là, toujours avec les aliments pour la santé mentale. Ouais. C'est intéressant de mentionner, Geneviève, c'est quoi le nom de la clinique? Parce qu'il y a quelqu'un qui demande le nom de la clinique, les coordonnées. Ah, c'est secret, on ne le dit pas. Non, non. Pour vrai, on ne fait aucune publicité. Mais non, non, la clinique, ça s'appelle le 555 Clinique Multi. Et c'est situé sur le boulevard Saint-Joseph à Gatineau. Ah, OK. Ça fait 7 ans qu'on est là déjà. Oui, Ah. oui, oui. En fait, parce qu'on avait une question sur connaissez-vous un endroit pour passer les tests que vous parlez chez les naturopathes? Je ne sais pas si on peut répondre à ça. Ben, il y a des cliniques, comme je dis dans le livre, certains médecins vont donner les tests, rendre les tests accessibles si vous voulez aller dans des laboratoires privés, comme je pense à Dr. O'Brien. Je suis pas mal certaine qu'en Ontario, comme les naturopathes sont régis par un ordre des naturopathes, la majorité des cliniques en Ontario peuvent faire ces tests-là. Je sais qu'ils peuvent. Oui. En Ontario, au Québec, l'enjeu avec la naturopathie au Québec, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. On peut retrouver un peu, je vais dire, une improvisation professionnelle, là, dans le sens qu'il y a plein de gens compétents, mais comme ce n'est pas régi par un ordre, il n'y a pas une structure hein, pour les professionnels. Alors, j'ose moins parfois là, dire, mais je sais qu'en Ontario, c'est régi, là, comme les autres ordres professionnels. Donc, ils ont accès à ces tests-là. Ils peuvent prescrire des bilans sanguins, analyser, demander, ils peuvent tout faire ça. Là. Ouais. Ah, bien, ici au Québec, on a l'ANAC, en fait, qui est l'Association des naturopathes agréés. On a Oui, passé Dino. C'est ça, j'ai fait un entretien comme ce soir avec Dino Licas, qui est le président justement de l'ANAC, oui, qui collabore aussi justement. Au moins, avec l'ANAC, en fait, on a des naturopathes qui, là, sont évalués. Ça fait que, bon, oui, certains, oui. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres naturopathes qui sont bons, mais au moins ceux-là de l'ANAC, vous avez déjà une évaluation. C'est que je pense que, ben, de source assez sûre, leur droit réservé de prescrire des bilans ou des tests n'est plus valide depuis l'année passée. Ah non, ça, Avant, peut-être pas, non. c'est ça. C'est juste pour la question de référer à quelqu'un. Ah oui, oui, la référence pour faire un suivi, oui, oui, certainement. Là, je parle ici plus de la référence aux tests, de la lecture Ouais. des tests, de la lecture des bilans sanguins. Il y a eu un changement au Québec depuis les dernières années à ce sujet. Oui, ben, on a eu des gens qui ont mentionné la compagnie Flore aux États-Unis qui analyse le microbiote. On a Fluid IQ, je ne sais pas non plus pour l'intestin perméable. Des gens qui... Julie Goulet pourrait répondre à tout ça aussi lors de l'entrevue parce que je le sais qu'elle le fait. Là. Elle collabore avec d'autres cliniques. C'est elle qui est plus en charge de ça. Là. Moi, je fais l'évaluation psychologique puis les traitements, mais on collabore. Donc, je sais qu'elle a les réponses. Je vais la laisser répondre. Ben, en fait, justement, parce qu'il y a un sujet, il est déjà 8 heures, en fait, on arrive à la fin. Puis il y a quand même un sujet que je voulais qu'on aborde ensemble parce que tu le sais que ça, ça me préoccupe avec la situation actuelle, c'est Oui, les antidépresseurs. C'est l'usage oui. des antidépresseurs qui a explosé malheureusement avec la pandémie. Je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses. Ça fait combien de temps pour qu'on en discute? Non. Ben, en fait, qu'est-ce que j'en pense? C'est sûr que on est dans une société où on nous a enseigné à prendre soin de notre santé avec une approche externe. Beaucoup. Alors, on est conditionné, ça c'est mes observations psychologiques cliniques, on est très, très conditionné à, quand ça ne va pas bien, rapidement se diriger vers une approche externe. Et donc, la pharmaceutique devient un peu la façon la plus accessible et rapide pour se procurer du bien-être. Ça, c'est comment, hein? Alors, ça demande beaucoup plus d'efforts de regarder les stratégies intrinsèques pour rétablir son équilibre. Donc, en santé intégrative, on se rappelle, on l'a dit plusieurs fois au cours de l'entrevue, les symptômes émergent. Donc, c'est un signe de déséquilibre. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Là, il y a comme la question de la pandémie ici qui est assez particulière parce que la pandémie a enlevé ce qui, à mon avis, est la stratégie la plus efficace pour prévenir les troubles mentaux et physiques dans la société, c'est-à-dire les relations interpersonnelles. La vie sociale, la La qualité. vie sociale. Donc, en enlevant ça, pour moi, c'est perdu. Là. On vient de dévaster, là, comme je dis, ça ne peut pas aller plus mal, mais bon, ça, il y a des Ouais, gens qui puis ne en fait, partageraient pas mon avis. puis en plus, en parallèle, on augmente le besoin, en fait, hein, de la socialisation par le stress chronique qui est vécu.
Puis on réduit un des outils aussi qui était quand même, c'est le fait d'être plus actif, d'être actif. Les gens ont été moins actifs en fait avec la pandémie. Puis l'activité physique a aussi un très gros impact sur la gestion du stress chronique, puis les Exact. problèmes de santé On, mentale. on a comme enlevé avec. Là, je parle juste de la pandémie parce que j'aurais répondu différemment si on n'était pas dans la pandémie, mais à cause de la pandémie, bien, on a enlevé le réseautage social, qui est le number one, soutien psychologique, facteur de prévention des maladies mentales et physiques. Ensuite, l'accès au sport, on a enlevé ça. Puis on a enlevé, on n'a pas, il n'y a pas eu de prévention. J'ai jamais entendu quelqu'un dire, eh bien, prenez l'air frais parce que c'est important pour votre système immunitaire. Continuez à vous activer parce que ça va vous aider pour le stress chronique. Faites des entraînements à la maison, mangez des légumes verts, prenez de la vitamine D. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu ça dans le discours médiatique une seule fois. Peut-être, bon. Alors là, quand on enlève le facteur le plus important qui est l'aspect social, il y a beaucoup de gens qui ont été complètement, parce que leur vie sociale tournait autour du sport, du réseautage, des activités extérieures, de la socialisation amicale, du soutien affectif, émotionnel. Alors, ils ont comme perdu la stratégie qui touchait à tout. C'était comme un arbre, là, puis on a enlevé tout. Alors, ça n'a pas très bien été. En tout cas, dans mon bureau, là, c'est catastrophique. Dans les bureaux de tous les psychologues, je pense, c'était comme ça. Oui, effectivement. Puis Alors, les jeunes, malheureusement, sont beaucoup touchés, hein. On en parlait dans oui, les médias la semaine dernière. oui, oui. Puis les ados, jeunes adultes, je trouve que c'est une clientèle encore plus à risque parce qu'ils sont à l'âge où ils veulent s'individuer, mais ils sont encore dépendants des parents. Ils n'ont pas accès à leurs amis, leurs chums, leurs blondes, leurs activités sportives, leur sport. Fait que, écoute, moi, je vois des ados, là, beaucoup dans ma clientèle. J'ai trouvé que c'est la clientèle qui a souffert le plus parce que comme adulte, bon, si on est en couple, on arrive à la maison, on cuisine, on s'occupe de notre animal, on fait du lavage, on lit un livre, on a quand même une routine. Mais les ados ont perdu tout leur repère d'un seul coup. Ouais. Alors, c'était aïe aïe. C'est la clientèle d'ailleurs qui a consommé le plus l'augmentation là, de la prescription là, au sein de cette clientèle-là des médications pour dormir. Les psychotropes ont été très élevés là, durant la gestion pandémique. Ah, Bon, c'est triste. maintenant, On a du chemin à faire comme société, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites, hein. ben, Malheureusement, à mon avis, mais ça n'a pas été, en tout cas, pas très médiatisé. On a même retiré, je voyais certaines études passer dans les maisons résidences de personnes âgées, CHSLD, la vitamine D a été retirée pendant c'est là qu'on a le plus. En tout cas, on le sait, là, en gériatrie, comment c'est déjà difficile le climat. Si on enlève la vitamine D dans ces unités-là, j'en parlais avec certains médecins récemment, qu'est-ce qui arrive? C'est un des facteurs là, de bombe. Là. Alors j'ai trouvé personnellement qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail fait sur la prévention, sur comment garder la santé mentale en équilibre pendant cette période-là, comment s'alimenter. Moi, j'ai vu un manque, puis nos cabinets débordent, il y a des listes d'attente, les gens vont mal. Je n'ai jamais vu autant de détresse depuis les 14 dernières années. ah, c'est triste, c'est vraiment triste. Et en fait, souvent même, on a l'impression, ou du moins beaucoup de gens vont tirer la conclusion que les cas sévères, on a absolument besoin des médicaments. Pourtant, Oui. c'est pas vrai, en fait. Même ça, c'est pas Bien, vrai. en fait, la littérature démontre que pour les cas sévères, il y a une amélioration des antidépresseurs qui oscille entre 20 jusqu'à 30 dans la réduction des symptômes. C'est très peu, en fait. C'est très peu. Hein? Fait que si tu as une Ah, dépression sévère, tu prends un antidépresseur, puis il y a 20 des symptômes qui est atténué. Ça, c'est si ça fonctionne. Parce que des fois, non. Bien, il y a des gens qui vont me dire que c'est mieux que rien, oui. Mais il y a des effets secondaires aux antidépresseurs. Il y a des effets à long terme. Il y a un risque de dépendance. Il y a le fait que les gens ne développent pas leurs propres compétences internes pour gérer les symptômes. Il y a un paquet de pour et contre. Là. les risques de rechute par la suite. En fait, Les moi, risques de rechute, j'ai vu une étude qui montrait une efficacité comparable aux antidépresseurs avec l'activité physique intense, bien mais avec sûr. beaucoup moins de rechute par la suite que ce qu'il y avait eu Oui. avec les antidépresseurs. Mais oui, les gens développent leurs compétences à gérer les symptômes plutôt que d'attribuer. Je disais tantôt, Ah, c'est on est dans une intéressant, ça. société, hein, dans une société où on attribue beaucoup la santé à l'externe. Hein? Donc, un Effectivement. médicament. On remet la responsabilité de notre santé dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis pourtant, c'est Exact. épouvantable. On devrait apprendre à tous et chacun que jamais, jamais, jamais dans votre vie,
vous devriez remettre la responsabilité de votre santé dans la main de quelqu'un d'autre. C'est la vôtre. Exactement. À mon avis, fait que plus on remet la responsabilité à l'externe, plus les gens deviennent dépendants de ce système-là, ils ne développent pas leurs compétences, ils ne connaissent pas leur corps, ils ne sont pas connectés avec les symptômes, ils ne voient pas les liens. Et donc, ça crée des gens qui ont beaucoup de difficultés à se sortir de phases de déséquilibre. Hein? Et l'effet, on parlait des antidépresseurs, on parlait de l'efficacité réelle dans la littérature, mais il faut dire que c'est toutes des hypothèses au niveau des neurotransmetteurs. Puis, jamais un médicament qui traite un neurotransmetteur pourra venir à bout de symptômes d'un corps en complexité biologique. Ça, c'est mon avis. Le corps est complexe. De dire je prends ça et je vais être mieux, c'est comme le corps, c'est compliqué, là, c'est endocrinien, c'est la nutrition, c'est la microbiote, l'exercice, le sommeil, c'est un paquet de facteurs. Ouais. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Puis en fait, ça devrait être, c'est pour ça que ça devrait être considéré comme tel. Puis le cas de la dépression est un exemple intéressant parce que là, on suggère une seule approche pour Mono avec un médicament qui traite. C'est comme. toutes les facettes. C'est ça. Ouais, Alors, non, ouais, c'est ça. c'est ça. Fait que des fois, on peut l'utiliser à court terme pour certaines choses, mais il faut comprendre qu'est-ce que ça fait vraiment. C'est quoi la pharmacocinétique derrière? Que vise la molécule? Puis c'est là, des fois, les gens, ils ne savent pas. Pourquoi vous prenez ça? Ils ne savent pas. Ben, je vais me sentir mieux. Mais qu'est-ce que c'est supposé d'éteindre comme symptôme? Comment on mesure ça? Combien de temps? Qu'est-ce qu'on observe? Et là, c'est là où c'est comme un manque, et là, on ne sait pas trop ce qu'on mesure, on ne sait pas trop si ça marche. Il y a un effet placebo, certainement, qui est documenté puis qu'on voit clairement sur l'effet placebo. En tout cas, ça vient un peu. C'est rassurant d'avoir une solution. Hey, sur ça, en fait, je ne vais pas t'en retenir trop longtemps. En fait, Geneviève, tu es déjà extrêmement généreuse. Je voudrais dire aux gens, parce qu'on n'aura pas eu le temps de traiter nécessairement toutes les questions, pour tous ceux et celles qui seraient intéressés en passant à avoir les contacts, à avoir les informations là, sur la pratique de Geneviève ou la pratique de Julie qu'on a parlé tout à l'heure, écrivez-moi. Écoutez, je vais vous les envoyer, ça me fait plaisir. Je vous enverrai l'information. L'enregistrement va être disponible aussi. On va pouvoir la fournir. Puis si vous avez des questions, que vous aimeriez avoir les réponses, qu'on n'a pas répondu ce soir, écrivez-moi aussi. Répondez au courriel que vous avez reçu tout simplement sur le lien de la conférence d'aujourd'hui. Puis ça me fait plaisir de vous revenir. Fait que sur ça, Merci oui, pour l'invitation. écoute, ça a été vraiment un plaisir, c'est passionnant. J'en aurais parlé avec toi jusqu'à 9 heures, mais bon, Exactement. Il y a tellement de choses à dire. Il faut que les gens comprennent aussi que c'est comme une petite introduction. C'est tout un monde. Dans la santé intégrative, il y a tellement de choses à connaître, à savoir. Puis on refera ça. Mais je vois des questions passer au niveau de l'Alzheimer, au niveau, il y a plein de questions intéressantes qu'on aurait. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu discuter, effectivement. Ben oui. Le cas d'Alzheimer en particulier, on va beaucoup en parler en janvier, effectivement. Oui. Donc, écoute, un gros merci. En fait, ça a été je te remercie pour l'invitation. C'est un plaisir. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Merci. Bye.